Les nazis ont bâti des fortifications à une échelle monumentale. On dirait un château médiéval avec tous ces escaliers. Un ensemble de petites îles est occupé et fortifié par les Allemands à un rythme ahurissant. Les îles anglo-normandes étaient les territoires les plus fortifiés du monde. Un Fort Knox puissance 10. Hitler se met en tête Je ne céderai pas ces îles aux Britanniques. de couvrir l'archipel normand d'un complexe de bunkers, de forts et de batteries d'artillerie Les voilà prêts à tirer. Boum! et y affecte 37 000 soldats allemands entraînés, prêts à répondre à une attaque alliée. Voici l'histoire des fortifications insulaires nazies les plus achevées, construites sur le territoire britannique, la méga-forteresse maritime d'Hitler. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, Je les fortifierai. ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire d'un fanatique. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. « 6 juin 1944. Quartier général du commandement de la Luftwaffe sur les îles anglo-normandes. Il doit y avoir une erreur. Qu'y a-t-il? Des centaines d'avions et de bateaux ennemis. Donnez l'alerte! À un peu plus d'1 kilomètre de là, Hubert Wolf, artilleur anti-aérien âgé de 20 ans, prend son service. J'ai pris mes jumelles pour scruter le ciel comme je le faisais chaque matin. J'ai été surpris de voir des centaines de bombardiers américains arriver du nord. Alerte! Les Alliés arrivent! À vos postes de combat! Les Alliés arrivent! J'étais terrifié. S'ils larguaient leurs bombes sur l'île, on n'y survivrait pas. Les vestiges de la machine de guerre nazie jonchent encore le sol des îles anglo-normandes. Dans le cœur d'une petite ville pittoresque de l'île d'Aurigny, Peter Lieb, spécialiste de l'histoire militaire de l'Allemagne, s'apprête à visiter l'un de ses ouvrages. Waouh! Magnifique! Cette tour était le centre d'opération du commandement de la Luftwaffe. Voici l'entrée principale du site. Là, tout assaillant aurait été abattu de ce poste de mitrailleuse. Un second poste. Toute personne essayant d'entrer avec l'intention de nuire aurait été abattue de ce côté ou d'en face. Dès 1944, cette mégastructure équipée de matériel de télécommunication de pointe permettait aux nazis de surveiller les ondes pour détecter une attaque alliée. À présent, le site abrite les installations d'un opérateur de réseau mobile. Ah, il n'y a pas de lumière. Voici le poste de commande qui réceptionnait tous les messages. Une machine Enigma se trouvait sans doute dans l'une de ces pièces. Les informations étaient relayées par un réseau de stations radar et aussi par les observateurs de la reconnaissance aérienne. Et elles remontaient la chaîne de commandement jusqu'au haut commandement de la Luftwaffe. Une ouverture pour transmettre les informations, des messages ou des télégrammes d'une pièce à l'autre. Waouh! Époustouflant!
L'histoire de l'occupation des îles anglo-normandes par les nazis débute en juin 1940. L'Allemagne lance une offensive éclair contre la France. Dès lors, les îles anglo-normandes, dont les plus grandes sont Jersey, Guernesey et Aurigny, deviennent accessibles aux Allemands. Le gouvernement britannique estime que les îles ne peuvent être défendues et ordonne l'évacuation militaire totale. Le 30 juin, les nazis atterrissent à l'aéroport de Guernesey. L'occupation est en marche. Hitler est déterminé à garder un pied sur le territoire britannique. Les dispositifs de défense des îles anglo-normandes doivent mettre en échec toute attaque des Britanniques avant qu'ils n'aient l'occasion de débarquer. J'ordonne une fortification permanente des îles. Transformez-les en une forteresse imprenable. Elles doivent être sécurisées au plus vite. À vos ordres, Mein Führer. Nous allons commencer immédiatement. Hitler veut transformer les îles anglo-normandes en une forteresse. Il y aura des tonnes de béton, des tunnels, des bunkers, de l'artillerie navale, des terrains d'aviation, des camps. Ces îles vont être truffées d'équipements défensifs. Hitler nomme le comte Rudolf von Schmettau commandant des îles. L'officier sait qu'il ne dispose pas de l'infrastructure requise pour lancer un programme de construction aussi colossal. Nous allons nous heurter à d'énormes difficultés vu les délais impartis pour construire cette forteresse. Et ce pour plusieurs raisons. D'une part, le réseau ferroviaire est insuffisant. D'autre part, les équipements de transbordement portuaire sont totalement inadaptés. C'est un véritable cauchemar. Le chantier de la méga-forteresse d'Hitler commence par un vaste programme de construction de routes et de voies ferrées. « 20 000 tonnes d'acier et de béton sont acheminées par bateau vers les îles tous les mois. Et alors qu'il porte toute son attention sur la Russie en 1941, Hitler continue de suivre de près l'avancement de sa forteresse dans la Manche. Quand Hitler se lance à l'assaut de l'Est, il a besoin de tout faire converger vers ce front, d'y consacrer toutes ses ressources. Il n'a nullement besoin d'équiper un minuscule archipel, au large des côtes françaises, d'un tas de tunnels, de béton et de bunkers. L'occupation des îles est un excellent vecteur de propagande. Il est hors de question de les perdre. Il faut accélérer la construction des fortifications. Les Britanniques peuvent attaquer à tout moment. D'un point de vue stratégique, cela n'a aucun sens. L'objectif d'Hitler est de créer un bastion insulaire comme le monde n'en a jamais connu. Avec des postes d'artillerie interconnectés, des tours d'observation, des forts et des tunnels pour résister aux attaques aériennes ou navales. Mais l'intérêt d'Hitler pour les îles ne s'arrête pas là. Il a décidé de leur attribuer un rôle dans le Reich de Milan, après avoir remporté la guerre. Les îles anglo-normandes, grâce à leur climat exceptionnel, constituent un merveilleux site pour l'organisation de la force par la joie. Après la guerre, ces îles devront rester allemandes. Nos soldats pourront s'y reposer. Nous devons les défendre.
Oui, Mein Führer. À terme, la méga-forteresse deviendrait un paradis insulaire nazi. Dans les îles anglo-normandes, la phase 2 du chantier de la méga-forteresse d'Hitler est lancée. J'aperçois du béton. Et voilà. On dirait un cratère. C'est incroyable. C'est gigantesque. Sur le site de la batterie Mirus sur Guernesey, plus de 100 000 tonnes de béton sont utilisées pour construire 4 énormes pièces d'artillerie navale. Quel immense site pour un seul canon. Le fût du canon mesure 13,70 m. La pièce entière pèse 51 tonnes. Et la plateforme, qui a été spécialement conçue, pèse quant à elle 40 tonnes. Le canon pivotait d'environ 2 degrés par seconde. Il mettait donc 3 minutes pour faire un tour complet. La portée maximale du canon était de 48 km. Deux des 4 pièces d'artillerie du site de la batterie Mirus sont camouflées pour ressembler à des cottages anglais. Sous le site se trouvait l'arsenal, les générateurs, les systèmes de chauffage et de ventilation et des installations pour loger 72 hommes. Seuls les canons, les télémètres et l'entrée du personnel servant se situent en surface. Voici ce qui était certainement l'entrée des servants. En allemand, Feind hört mit. L'ennemi écoute. Alors attention. Attention à ce que vous dites. Un svastika. L'emblème des forces armées allemandes. Ils portaient un aigle avec un svastika au niveau de la poitrine, sur leur uniforme. Une autre inscription. Wir fahren gegen England. Nous résistons face à l'Angleterre. Ça montre bien qui était l'ennemi ici. Qu'est-ce que c'est? Des canalisations? Non, c'est de l'acier. Sûrement des rails. Je comprends maintenant. Ici, les camions allemands livraient les obus. Ils étaient déchargés sur des chariots, placés sur ces rails. Le chariot était poussé par plusieurs soldats allemands vers le bunker. Incroyable. J'ai l'impression de faire un saut dans le passé. Ah, je vois le tableau. Voici le dépôt de munitions. Voici les rails pour les obus au plafond. Les obus sont chargés sur un deuxième chariot. Le chariot roule vers le canon. Et les voilà prêts à tirer. Boum! Les îles représentant sa seule mainmise sur la Grande-Bretagne, Hitler examine chaque dispositif de défense avec une ferveur proche du fanatisme. Vous avez terminé les plans? Oui. Montrez-les-moi. Il manque quelque chose. Regardez. C'est impardonnable. Je vous ai dit à quel point c'est important. Il manque un bunker. Recommencez. Je suis désolé. À vos ordres.
L'obsession d'Hitler est telle que l'île d'Origny reçoit le nom de code Adolf. Il a fait évacuer les civils et l'a fait transformer en une immense base militaire. Hubert Wolf, artilleur antiaérien, fait partie des 3000 hommes envoyés sur l'île pour défendre les fortifications. Il reçoit l'ordre d'embarquer immédiatement pour une traversée de nuit depuis la France. On a embarqué sur un petit navire de la marine allemande, à Cherbourg. On s'est assis à même le sol sur plusieurs ponts, et on a entamé une traversée de nuit vers Origny. C'était une nuit orageuse, et la plupart d'entre nous qui naviguions pour la première fois ont eu le mal de mer. Rudolf von Schmetto, le commandant des îles, fait de son mieux pour ménager la vie des insulaires. Bonjour. Bonjour. Merci. Tout en préparant des milliers de soldats allemands en vue d'une attaque. Le chantier des fortifications continue sur les îles. La phase 3 consiste à construire un réseau de tours d'observation navale. Tony Pollard, archéologue spécialiste des sites militaires, a obtenu l'autorisation de visiter l'une d'entre elles. Quelle méga tour! Je vais la visiter. C'est une énorme structure. On l'appelle Marine Peilstand. Et c'est une tour de télémétrie. Cet imposant bâtiment en béton a été conçu dans le seul but de repérer, identifier et déterminer la position précise des cibles ennemies. On voit d'ici qu'elle a des murs de 2,50 m d'épaisseur. Quelle structure phénoménale! Mais le plus incroyable, c'est qu'elle surplombe une falaise. Elle a presque du charme. Les insulaires la surnomment l'Odéon. Ils l'appellent ainsi parce qu'elle ressemble à un cinéma art déco des années 1930. Elle est emblématique. On n'en trouve que sur les îles anglo-normandes. C'est la mégastructure nazie par excellence. Je m'attendais pas à cette ambiance sinistre. Ça alors? Il y a des escaliers partout. C'est gigantesque. On dirait un château médiéval avec tous ces escaliers. La tour de télémétrie comporte 3 niveaux servant à scruter l'horizon pour différentes batteries d'artillerie installées sur l'île. Lorsque les techniciens repèrent des bateaux ennemis, ils transmettent leurs coordonnées précises au canon. Grâce à 9 de ces tours réparties le long de la côte, les nazis sont en mesure de contrer une attaque navale d'où qu'elle vienne. Oh, waouh! Quelle vue! On dirait une photographie panoramique sur 180 degrés. Dernier étage. Il y a des détails intéressants. Déjà, je vois qu'il y a des tuyaux tout le long du mur. Celui-là mène à l'extérieur. Il devait servir, et on en revient à l'idée du château médiéval, à envoyer des grenades qui glissaient le long du tuyau et jaillissaient du mur pour exploser sur les intrus. Le mystère reste entier, on ne sait pas tout. Ces sites sont comme des monuments anciens. Dans certains cas, leurs secrets ont disparu avec leurs bâtisseurs. Grâce à leurs imposantes batteries d'artillerie et tours d'observation, les Allemands sont en mesure de couler tout navire britannique
qui s'aventurerait à moins de 48 km des côtes anglo-normandes. Mais Hitler voit encore plus grand. Le moment est venu d'entamer la prochaine phase de construction de sa méga-forteresse. Les îles anglo-normandes, 1942. Hitler a ordonné la construction d'un vaste réseau de tunnels destiné à protéger les équipements, l'arsenal et les hommes. Il faut savoir que les Allemands, que ce soit sur les îles anglo-normandes ou ailleurs, ne faisaient pas les choses à moitié. Après avoir construit des batteries navales et des tours de télémétrie, ils ont creusé tout un réseau de tunnels, s'étendant sur 48 km sous les îles. C'est une véritable prouesse d'ingénierie. Cette entreprise titanesque a nécessité l'excavation de 240 000 mètres cubes de terre et de roches. Voici le tunnel HO2. Et je crois savoir qu'il vaut le détour. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir le visiter. Oula. C'est l'un des rares tunnels des îles qui n'a pas été entièrement vidé par les Britanniques. C'est incroyable. Il reste du matériel dans cet incroyable cimetière d'équipements. Regardez ça. Regardez cet engin. Je crois qu'il s'agit de l'avant-train d'une pièce d'artillerie. Il y a assez de place pour faire passer un train. Regardez. Regardez la taille de cette pièce. Regardez. Elle est équipée d'un plateau tournant. Il s'agit d'un système de radar appelé Würzburg, un radar de conduite de tir anti-aérien. Il permettait de guider l'artillerie sur les cibles. Ça illustre une nouvelle fois la volonté d'Hitler de rendre ce site imprenable. Regardez, sur ce mur, on peut voir des rayures. Elles ont été faites par des chenilles qui ont éraflé le mur. Pour qu'un véhicule frôle le mur, c'est qu'il devait y en avoir deux côte à côte. Ce tunnel devait être plein à craquer. J'adore ces petites traces qu'ils ont laissées. Elles sont parfois plus éloquentes que ce qu'on voit au premier abord. À la surface de l'île, Hubert Wolf et son unité de défense anti-aérienne en ont assez de s'entraîner à répondre à une attaque des Alliés. Allez, on y va les gars. À vos postes. Bien, chargé. 35 degrés ouest. Allez Müller, à vous. Feu à volonté. Cessez le feu. On se limitait à des entraînements de tir quotidiens. On était de garde 24 heures sur 24. Donc on scrutait le ciel à la recherche d'avions anglais. En vain. Très bien les gars. C'est tout pour aujourd'hui. Rompez. Hubert Wolf sert l'une des 86 batteries sur les 400 canons anti-aériens postés sur les îles. En plus des sites d'artillerie, des tours et des tunnels, les nazis ont construit plusieurs forts sur les îles. L'un des plus achevés est le fort Josefsberg, sur l'île d'Origny.
Le spécialiste des fortifications allemandes, Arthur van Beveren, s'est déplacé sur l'île. Les Allemands ont envahi les îles anglo-normandes en 1940, sur lesquelles ils ont trouvé de vieux forts. Ils ont donc décidé d'utiliser ces forts victoriens. Conçu pour résister à toutes sortes d'attaques, ce fort est équipé de casemates de projecteurs, de tourelles de mitrailleuses et de canons anti-aériens. Sa pointe nord, connue sous le nom de Gros Nez, est quant à elle transformée en méga-bunker par les nazis. Ils renforcent l'intérieur du fort avec du béton, afin de créer une unité de chambrée résistant aux bombes, et équipe le toit d'une tourelle de mitrailleuse en acier servant de poste d'observation. Ce bunker est unique en son genre. Il comporte 3 niveaux et demi. Et là, on descend au niveau inférieur. L'escalier est imposant. Il y a 2,10 mètres de béton armé. Et derrière se trouve le mur de l'époque victorienne. L'équipe en garnison ici devait être constituée de 50 hommes logés dans ce bunker. Il y avait des lits accrochés ici. Les lits étaient suspendus à ces crochets. Ils étaient superposés sur 3 niveaux. Un ici, un là et un autre là-bas. Donc, les hommes étaient à l'étroit. Début 1943, il n'y a toujours pas eu de contre-attaque de la part des Alliés. Hitler considère la fortification des îles comme une réussite. Il pousse le concept encore plus loin en ordonnant la fortification des côtes de l'Europe de l'Ouest, constituant ainsi le mur de l'Atlantique. Avec 20 fois plus de côtes à fortifier, certains généraux allemands commencent à s'interroger sur l'obsession d'Hitler vis-à-vis des îles. Je ne céderai pas ces îles aux Britanniques. S'ils doivent nous attaquer, je suis sûr qu'ils commenceront par là. Il faut terminer de fortifier ces îles. Ces îles sont devenues sa lubie. Hitler ne cesse de mettre en difficulté la Wehrmacht, ses forces armées, avec son ingérence, son intervention stratégique. Ces hommes pourraient lui dire « Mein Führer, vous devriez reconsidérer la question. C'est peut-être une mauvaise idée. » Mais il faut avoir le cran de dire ça à Hitler. Se pliant à la volonté inébranlable d'Hitler, les nazis importent dans les îles les procédés sordides auxquels ils ont recours en Europe. Hiver 1943. L'offensive d'Hitler en Russie s'essouffle. Des renforts doivent être envoyés sur le front, ce qui pose problème aux commandants des îles. Environ 6000 jeunes sous-officiers et soldats bien entraînés ont été échangés contre des hommes plus vieux et moins aguerris. Les divisions continentales n'avaient pas la force de combat nécessaire pour mener à bien les contre-offensives. Von Schmettau n'est pas un nazi pur et dur. Il est issu d'un milieu militaire traditionnel, mais il est obligé d'obéir aux ordres de Berlin, qu'il trouve de plus en plus durs à exécuter. Tandis que les Allemands envoient plus de soldats à l'Est, ils déportent des prisonniers russes et d'autres pays de l'Est vers l'Ouest, dans des camps de travaux forcés sur les îles. Durant des décennies, personne n'a vraiment su ce qui s'y était passé. J'approche de l'entrée du camp Sylt, l'un des 4 camps de l'île d'Origny, le seul géré par les SS. Il y avait 1000 détenus ici, dont des Ukrainiens, des Russes, des Polonais
des juifs français et des prisonniers politiques. Ils étaient considérés comme des Untermenschen, des sous-hommes. Seuls quelques vestiges macabres demeurent de ce camp de concentration. Il y a des ouvrages en pierre. Et un escalier. C'est un sacré bunker, si on peut appeler ça comme ça. Des escargots sur le mur. Ça alors. Voilà ce qui caractérise cette pièce. Cette énorme plateforme en fer est reliée à de grosses canalisations d'eau. C'est sûrement une chaudière. C'est une salle des chaudières. On voit des fragments de charbon. Cette goulotte alimentait la chaudière en charbon, il brûlait et chauffait l'eau. Et là, on voit des canalisations qui remontaient l'eau chaude jusqu'à la surface. C'est le bloc sanitaire. Il n'était pas destiné aux travailleurs ni aux prisonniers. Il devait forcément être destiné aux officiers du camp. On n'est pas obligé de sortir par l'escalier. Le plan indique un tunnel. On peut voir les cales en bois qui soutenaient le toit en attendant que le béton prenne. Et nous revoilà à l'extérieur. J'ai vu sur le plan que nous sommes de l'autre côté de la clôture, à l'extérieur du camp. Mais ce n'est pas un tunnel d'évacuation, parce qu'ici même se trouvait la maison du commandant. Il s'appelait Maximilian List. Et même si je ne vois pas de reste du bâtiment, à cause de la végétation, je suppose que c'était une jolie maison. Il était donc isolé du camp et disposait d'une belle vue sur la mer. C'est une horrible réalité, mais typique des camps de concentration. Les commandants vivaient à l'extérieur, dans un petit cottage pittoresque, parfois avec leur famille, à l'écart des horreurs qui se déroulaient derrière les grilles. Les prisonniers soumis aux travaux forcés sont quotidiennement battus, mal nourris et exposés aux maladies. On estime que 4000 d'entre eux sont morts sur les îles anglo-normandes. Je m'indigne des agissements de l'armée allemande et de la manière dont elle traite les prisonniers et les habitants de Jersey. C'est inacceptable. L'un des politiciens de l'île, Alexander Coutanche, prend la défense des prisonniers. Sachez que je reçois des ordres de Berlin auxquels je ne peux pas déroger. Les ordres réclament encore plus de fortifications, car la plus grande mégastructure de l'île reste à construire. Début 1944, la forteresse imprenable d'Hitler est presque achevée. Les îles anglo-normandes étaient les territoires les plus fortifiés du monde. Un Fort Knox puissance 10. Il y avait 175 000 mines, près de 20 km de murs anti-chars, 440 canons, 86 batteries anti-aériennes. Cet endroit était truffé d'armes défensives, de dispositifs anti-invasion, etc. Mais le chef-d'œuvre de la forteresse est quasiment invisible du ciel. Cette entrée modeste mène à la plus grande mégastructure des îles. Le complexe de tunnels de l'île de Guernesey est destiné à stocker des munitions et à loger les soldats. C'est l'un des projets de construction le plus ambitieux entrepris par les nazis. Pour mesurer l'ambition qu'Hitler nourrissait pour ces îles, il faut pénétrer dans ce tunnel.
Plus de 28 000 mètres cubes de pierre ont été excavés pour creuser 2 km de tunnel. Les murs ont été renforcés avec 15 000 tonnes de béton. C'est gigantesque. On peut se terrer ici indéfiniment. Situés à plus de 22 mètres sous terre, les tunnels assurent une protection totale contre les tirs d'artillerie navale et les bombardements aériens. Ils s'étendent sur près de 7000 mètres carrés et sont entièrement autosuffisants, avec une alimentation indépendante en eau, des cuisines et même une salle de cinéma. Regardez l'arrondi de ce virage. On peut voir le grain du bois imprimé sur le béton provenant du coffrage. Bel arrondi. C'est presque de l'architecture navale. Les planches ont été voilées. Et ça nous mène à un cul-de-sac. Parce qu'on arrive au bout du tunnel. Ou du moins, là où les travaux ont été arrêtés. Derrière la grille, on voit la roche taillée. Ça donne une idée du procédé de construction. Imaginez à quel point ça devait être dangereux de travailler dans cet environnement. Sur les 40 tunnels planifiés, seuls 16 sont achevés lorsque le moment est venu de les mettre en service. Mais pas comme Hitler se l'était imaginé. Le centre d'opération de la Luftwaffe intercepte un ordre des Alliés transmis par radio. Donnez l'alerte! Lorsque l'alerte est donnée, l'artilleur Hubert Wolf prend son service. À 6h30, j'ai pris mes jumelles pour scruter la mer. Et je suis tombé des nues. Il y avait des centaines de bateaux. Alerte! Les Alliés arrivent! Les sirènes se sont mises à hurler. À vos postes de combat! Les Alliés arrivent! Tout le monde s'est précipité vers les canons pour les préparer à tirer. On craignait qu'Aurigny soit attaqué de la mer ou du ciel. La tension était à son comble. Puis j'ai regardé le ciel et j'ai vu 300 bombardiers américains arrivant du nord droit sur Aurigny. On n'avait jamais vu autant de bombardiers. L'angoisse était insoutenable. S'ils larguaient leurs bombes sur l'île, on n'y survivrait pas. Ils nous survolent. Comme poussés par une main invisible, les avions se sont dirigés vers la France. Nos camarades d'en face n'avaient aucune chance. Si une chose doit illustrer la pure folie de cet effort de construction sur les îles anglo-normandes, c'est bien le débarquement. Parce que contre toute attente, les îles ont été court-circuitées. Tandis que leurs compatriotes subissent une attaque sans précédent sur les plages de Normandie, les soldats allemands en garnison sur les îles assistent impuissants à la scène. L'armée allemande subit de lourdes pertes lors du débarquement. Et c'est là que les tunnels de l'île de Guernesey vont jouer un rôle capital. Le débarquement a radicalement changé la donne et la destination de cette installation, qui a été transformée en hôpital pour accueillir les soldats blessés sur le sol français. Ces pièces, et il y en a plusieurs dizaines, sont devenues des salles de soins. Regardez le sol. On peut encore voir les marques laissées par les pieds des lits incrustés dans la surface. On voit une rangée ici et une autre là, avec un petit espace au milieu.
ce qui donne une idée du nombre d'hommes soignés ici. Jusqu'à 800 patients. « 12 août 1944. Les Alliés progressent sur le sol français et s'approchent de Paris. Tu me prêtes ton stylo? Séparés de leur armée, Hubert Wolf et ses hommes attendent toujours de se battre. Merci. Il ne s'est rien passé. Notre quotidien a repris comme avant le débarquement, en attendant d'être attaqué. Ou peut-être pas. Puis un jour, le cuirassé britannique Rodney s'est positionné près de la France, hors de portée de nos canons, et a tiré 70 obus sur Origny. Plusieurs d'entre eux sont tombés très près de nous. On a eu la vie sauve, mais il s'en est fallu de peu. Malgré tous les efforts investis pour fortifier les îles, les nazis ne détectent pas l'attaque planifiée par le cuirassé Rodney. La méga-forteresse d'Hitler n'a pas rempli son rôle lors de sa mise à l'épreuve. Coupées du continent, les troupes allemandes et les insulaires commencent à souffrir de la faim. L'artilleur Hubert Wolf et ses hommes doivent se débrouiller pour trouver à manger. Ne sachant pas combien de temps la guerre continuerait, on s'est attelé à trouver de la nourriture. On a cherché à survivre par tous les moyens, en cueillant des orties et des pommes tombées des arbres. « 11 mois après le débarquement, le 8 mai 1945, Churchill annonce la fin de la guerre en Europe. Le lendemain, après 5 ans d'occupation, les forces allemandes postées sur les îles anglo-normandes capitulent à bord d'un destroyer britannique. Dans son dernier rapport, Rudolf von Schmettau condamne le projet de fortification des îles. Je pense que le commandant suprême vouait un intérêt démesuré et injustifié pour ces îles. Des forces considérables ont été engagées et mobilisées sur place. Les raisons qui ont mené à cette valorisation me sont inconnues. Après la guerre, Hubert Wolf est devenu ingénieur et est retourné après de longues années à Origny, sur l'emplacement de son canon anti-aérien. Il ne fait aucun doute qu'Hitler était obsédé par l'idée de défendre les territoires qu'il occupait. Il a fait construire des fortifications, des tunnels, des dispositifs anti-invasion partout, et tout cela en vain. Ça n'a mené à rien, ça n'a jamais servi. Les mégastructures les mieux préservées d'Europe se dressent toujours sur les îles anglo-normandes, témoignant de l'occupation allemande et de combats qui n'ont jamais eu lieu.